Mercredi 19 avril 2017, ravi de vous retrouver pour les informations du soir sur l'ORTV. Voici le sommaire. Les députés ont dit oui à la proposition de loi sur les zones économiques spéciales et l'ont adoptée à l'unanimité. Dans ce journal, les explications de Jean-Eudes Okoundé, il est l'auteur de la loi. Il y a un nouveau système de gestion fiscale. Il modifie désormais l'immatriculation à l'IFU. Le format A4 laisse place au format sous forme de carte bancaire. À Agbanizon, c'est les retrouvailles. Ça s'appelle Kandoncha pour plus d'unité et plus de solidarité des filles et fils d'Agbanizon. Bonsoir et bienvenue à tous. L'administration douanière a rencontré cet après-midi la presse. Charles Saka et ses collaborateurs se sont prononcés sur le programme de vérification des importations PVI Nouvelle Génération. Ils ont saisi l'occasion pour revenir sur l'affaire de drogue saisie au port de Cotonou et qui a éclaboussé fin 2016 l'homme d'affaires Sébastien Ajavon. Huguette Rondello a suivi la conférence de presse. Voici son compte-rendu. Principal sujet abordé au cours de ce point de presse, le programme de vérification des importations Nouvelle Génération. Il s'agit pour le directeur des douanes et droits indirects et ses collaborateurs de clarifier les contours de la relance du PVI. Nous portons les attributs de la République. Nous ne sommes pas des godillots où on peut nous imposer des réformes à travers lesquelles nous ne nous reconnaissons pas. Nous avons soutenu ici le guichet unique portuaire et les résultats aujourd'hui ne sont plus à démontrer. Lors de l'acte 1, il y avait certaines recommandations que nous avions formulées, comme l'a dit le directeur général, qui n'avaient pas été prises en compte. Et c'est pour ça que cela n'avait pas marché. Cette fois-ci, nos recommandations, nos remarques ont été prises en compte, d'où la remise en selle de l'acte 2 du programme de vérification des importations. Le directeur du bureau particulier dévoile les 4 catégories de personnes qui, selon lui, ne veulent pas du programme de vérification des importations. La première catégorie de personnes, c'est ceux-là qui ont l'habitude de fabriquer leurs factures d'importation à Zongo quelque part. Désormais, nous aurons les vraies valeurs de leurs marchandises, le prix effectivement payé lors de l'achat de leurs marchandises. Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui se livrent régulièrement à des déversements frauduleux et qui se la coulent douce. Cette fois-ci, nous disposerons avec la remise en selle du programme de vérification des importations d'une autre technologie qui nous permettra de mieux surveiller les marchandises en transit. La quatrième catégorie, c'est ceux qui n'ont jamais voulu qu'on implante un scanner au port de Cotonou. Non seulement nous disposerons des scanners au port de Cotonou, mais nous en disposerons également au niveau des frontières terrestres. La quatrième et dernière catégorie de personnes, ça se comprend, c'est ceux qui importent les produits de grande consommation. Et ça, c'est à juste titre. C'est pour ça que eux, leur problème est désormais réglé. Autre sujet abordé au cours de ce point de presse, l'affaire de cocaïne qui opposait la société Kadjaf à l'État béninois. Je voudrais, pour cette affaire qui a sali notre pays, et jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui sur la liste des pays à risque, je voudrais que la société manutentionnaire, c'est-à-dire la société Komanessa, vienne dire à la face du monde, puisse venir nous dire quel est le numéro du plomb qui a suivi le conteneur, le numéro du plomb avec lequel ils ont réceptionné le conteneur le 26 octobre 2016. C'est très important, DG. Et je voudrais respectueusement vous demander s'ils ne le font pas, puisque l'appel, on le fait à travers la presse, si ce n'est pas fait, que la société Coman soit saisie officiellement par un courrier pour qu'on ait la vérité. L'autre chose,
la société Socotrac, c'est-à-dire le terminal, la société gestionnaire du terminal à conteneurs, si, devant les preuves que nous avons apportées, si elle détient des preuves contraires, je crois l'administration des douanes est favorable à un débat contradictoire avec documents à l'appui et ce serait un débat public, relayé par tous les organes de presse pour que nos populations puissent comprendre enfin et qu'on puisse mettre fin dans notre pays à l'intoxication, à la manipulation de l'opinion publique et à la désinformation. Voilà qui relance le débat. Allons maintenant à la cour d'assises. L'audience est ouverte. C'est la cour d'assises. Jérôme Ongbo, bonsoir. C'est Géaka, bonsoir. Alors, Bernadette Gbedohon, la quarantaine, retourne en prison pour quelques semaines encore. Elle avait donné des coups et blessures à son mari qui en est décédé. C'était en 2012 à Rekamès, dans la commune de Zé. Tout à fait. La dame en question, Bernadette Gbedohon, et son mari Pierre Anagonou vivaient en couple avant l'incarcération de ce dernier à la prison civile de Cotonou. De son retour, l'homme n'a cessé de soupçonner sa femme d'aventures amoureuses avec l'infirmier du village. La situation a entraîné une bagarre, au cours de laquelle l'accusée Bernadette Gbedohon a porté des coups de coupe-coupe au pied gauche de son époux qui en est décédé des suites d'une hémorragie. Elle a reconnu les faits à toutes les étapes de la procédure. Le ministère public se base notamment sur les circonstances atténuantes, à savoir les bons antécédents du couple, les repentis et le regret de l'accusé, le défaut de préméditation, etc. et requiert la condamnation à 5 ans de travaux forcés, pendant que les avocats de la défense plaident pour, à la rigueur, une condamnation au temps déjà passé en prison. La Cour a condamné Bernadette Gbedohon à 5 ans de travaux forcés. Donc, elle a encore moins de 2 mois de peine à purger avant de retrouver ses 8 enfants. Cette cour a été présidée par Christophe Atimakan, avec comme greffier Victoire Oladikbo. Virgile Pomalain a défendu les intérêts de la société civile, tandis que Amaridine Goulé-Diassin et Addis Salami ont défendu ceux de l'accusé. La deuxième affaire, Jérôme Ongbo du jour, c'est un cas de viol, disons plutôt que c'est un viol sur une enfant de 4 ans, un drame en somme. Tout à fait, un vrai drame. C'est un élève du nom de Prince Kokou Agbokou qui a l'habitude de faire des répétitions dans une maison où habite la victime, une fillette de 4 ans, au moment des faits en 2012, et ses parents. Un jour, la maman constate des douleurs au toucher du sexe par sa fille. Pressée de questions, elle a confié qu'en l'absence de ses parents, Prince Kokou Agbokou a exercé des violences sexuelles sur elle. Le certificat médical produit fait état d'une défloraison récente. Interpellé et inculpé de viol sur mineur, Prince Kokou Agbokou a reconnu les faits à l'enquête préliminaire avant de se rétracter devant le juge d'instruction. Après les débats dans la salle d'audience non accessible au public, la Cour condamne Prince Kokou Agbokou à 7 ans de travaux forcés, plus une amende de 800 000 francs CFA. La Cour a été présidée par Georges Toumatou avec comme greffier Théogène Zuntiekon. Face à Marie-Josée Patinvo pour le ministère public, il y avait Maître Bienvenu Bédier pour l'accusé et Alexandrine Saezonou Bédier pour le procès civil. Et demain, jeudi 20 avril, la cour d'assises va connaître d'un dossier de vol à main armée. Tout à fait, c'est une affaire qui porte association de malfaiteurs, vol à main armée, coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente. Serge Ayaka, nous aurons plus de précisions demain, si Dieu le veut. Jérôme Ongbo, merci. C'est moi. À demain. L'audience est ouverte. Autre volet de l'actualité, Djougou compte encore des morts après l'effondrement d'un immeuble en construction en plein cœur de la ville. Suite aux dernières fouilles, on a extrait 2 corps inanimés des décombres. Le maire de la commune suit de près l'évolution du dossier. Alassane Zoumarou est allé sur les lieux du drame. C'est un homme vraiment touché que Abdoulafou Idrissou et Ousmane Baparapé ont rencontré. Les corps qu'on est en train d'extirper des gravats, c'est très désolant. Et nous pensions
qu'il nous restait encore à retirer parce que l'un des ouvriers sur le chantier confirmait qu'il y avait 15 ouvriers. Et on a pu avoir 13 ouvriers qui étaient apparemment légèrement blessés. Et un décès, on a pu extirper le corps. Et on cherchait le dernier corps, mais on vient de découvrir un corps qui n'est pas celui qu'on cherchait, c'est-à-dire celui du chef chantier. Donc ça veut dire qu'il y a des possibilités que, encore dans les gravages, se trouvent ensevelis certains de nos compatriotes. Et nous serons obligés de déblayer tout le bâtiment, complètement déblayer, et voir s'il n'y a pas d'autres corps ou bien d'autres gens en vie. Retour à Cotonou, la préfecture tient sa 4e conférence administrative départementale. Directeurs départementaux et autres responsables sont mobilisés autour des préfets de l'Atlantique et du littoral pour réfléchir sur le rôle des départements dans la réalisation de la vision du gouvernement. Yva Godopessi, Jean-Claude James. En face des préfets de l'Atlantique et du littoral, les différents responsables qui interviennent dans la gestion des 2 départements. À l'origine, la 4e conférence administrative départementale, CAD. La conférence administrative départementale, faudrait-il encore le rappeler, est le gouvernement du département. Nous sommes, chacun en ce qui le concerne, acteurs de la vision globale du développement de la nation, c'est-à-dire que les orientations gouvernementales que nous avons reçues comme mission de mettre en œuvre, que ces orientations soient correctement mises en œuvre. Au menu de cette CAD, le diagnostic global du système sanitaire, l'adoption du compte-rendu de la 3e conférence, l'appréciation du niveau d'exécution du PTA des 2 départements et bien d'autres sujets. Mais le cas des éternels absents à ce genre de rencontres s'invite dans les débats. Nous allons identifier les absents réguliers à la CAD. Nous allons revoir notre famille pour voir véritablement qui sont encore ceux qui sont membres de cette famille et les autres qui certainement sont fatigués de rester ensemble avec nous. Nous allons les libérer. Je rejoins mon collègue pour dire qu'il faut que nous puissions identifier ceux-là maintenant et que nous puissions échanger pour savoir pourquoi ils ne viennent pas. Notre raison d'être, vous le savez, c'est le bien-être des populations. Nous devons donc, ensemble, en équipe, donc regardant dans la même direction, mieux que par le passé, accompagner les communes, les maires. Des recommandations sont attendues pour permettre à ces 2 départements de mieux accompagner la vision du nouveau départ. Le Bénin subdivisé désormais en zones économiques spéciales, c'est à l'unanimité que les députés présents à l'hémicycle ont adopté la proposition de loi du député Jean-Eudes Okoundé sur les zones économiques spéciales. Le texte accorde plus de facilité aux potentiels investisseurs au-delà des conditions préalablement offertes par les zones franches industrielles. Je vous propose de suivre ici les explications de l'auteur de la loi. Nous sommes dans un pays où nous sommes à côté du Nigeria et où il faut des conditions propices pour que les industriels puissent s'installer et pour l'émergence de l'économie, notamment en matière industrielle, agro-industrie et consorts. Donc cela nous a poussé à faire cette proposition pour booster, n'est-ce pas, et les investisseurs nationaux qu'internationaux, étrangers du moins, à s'installer. Ce qui est important dans cette loi, c'est qu'il y aura plusieurs zones économiques spéciales en fonction des spécificités de chaque zone. Et ça, je voudrais remercier tous les députés qui ont étudié cette loi avec nous et qui ont porté leur voix pour que cette loi soit une réalité. Vous savez, aujourd'hui, si nous prenons des zones qui ont des spécificités dans certaines spéculations, notamment agroalimentaire et la pierre par exemple, où on pourra avoir une zone économique spéciale dédiée à la fabrication de matériel, par exemple les dessus de table, les lavabos et consorts. On peut avoir une zone économique spéciale comme ça. On peut avoir une zone économique spéciale aussi ailleurs pour d'autres spéculations.
Donc je crois que c'est un bon coup que nous venons de frapper pour le développement de notre pays. Venons-en maintenant au processus d'immatriculation IFU. La Direction générale des impôts revoit son système d'information. Elle met en place un nouveau système de gestion fiscale. Ce système intégré de gestion des impôts de taxes SIGTAS vient modifier le processus d'immatriculation à l'identification fiscale unique IFU. Plus de détails avec Mylène Fanou et Bruno Rotepo. Un nouveau système de gestion fiscale dénommé SIGTAS est enclenché. Ceci avec deux grandes innovations qui introduisent le nouveau module d'immatriculation. Il permettra non seulement de pallier les insuffisances de l'ancien système déjà évoqué, mais également que chaque contribuable immatriculé puisse disposer de sa carte. Une carte moderne d'une validité de 10 ans pour les personnes physiques et sans date de péremption pour les personnes morales. Pour rendre cette immatriculation plus efficace, pour pouvoir atteindre nos objectifs, on a revu le système d'immatriculation qui est accompagné d'une carte PVC éditée en 20 minutes. L'immatriculation à IFU consiste à attribuer un numéro d'identification fiscale à tout contribuable, personne physique ou morale, ayant des obligations vis-à-vis de l'administration fiscale. Une immatriculation rendue possible grâce au projet d'appui à l'accroissement des recettes intérieures du Bénin. Notons qu'une fois que le système informatique mis en exploitation est approprié par les informaticiens de la DGI, son utilisation pourra être étendue à volonté aux autres structures de la DGI. La stratégie de renforcement des capacités constitue un élément majeur de l'approche d'intervention du projet. Elle vise le changement des pratiques professionnelles et de gestion en cours dans le but de rendre le personnel de la Direction générale des impôts plus performant et plus apte à répondre aux attentes et besoins des contribuables et autres partenaires de la DGI. Les contribuables disposent d'une période transitoire de 6 mois pour procéder au remplacement de l'attestation d'immatriculation IFU. La nouvelle carte entre en vigueur ce mardi 18 avril. Les étudiants de l'École nationale de magistrature et ceux de la faculté de droit de l'Université d'Abomey-Calavi sont à l'école de la diplomatie. Ils ont suivi plusieurs panels de discussion sur la place des relations internationales dans la géopolitique. C'était à l'amphi Idriss Déby, le compte-rendu avec Ulvaeus Balogun et Rosemonde Chiapé. Se familiariser avec les questions de diplomatie et mieux appréhender la place de l'ambassadeur dans son pays d'accréditation. C'est l'objectif de cette conférence publique qui revisite également les questions sécuritaires au sein des relations internationales. Il s'agissait pour nous de réunir les étudiants de différentes filières d'université, notamment en diplomatie et relations internationales de l'INAM, aussi ceux de sciences politiques et de droit, pour discuter de façon pratique des questions qui ont trait aux relations internationales. Voilà. Aussi bien tout ce qui concerne les relations diplomatiques, consulaires et autres. Voilà. Et aussi des questions comme autour de la sécurité internationale, également de l'opinion internationale et nationale, de la constitution également de la société civile nationale et internationale. Des diplomates, des leaders d'opinion, des acteurs de la société civile et des spécialistes de la communication, tous ont expliqué leur rôle dans la sphère politique nationale et internationale. Un message bien compris. J'ai retenu beaucoup de choses parce que beaucoup de questions étaient abordées. Le développement, la sécurité et aussi la migration. Je pense qu'en quelque sorte, on voit nos partenaires, comment est-ce qu'ils sont intéressés pour accompagner le Bénin à se développer. J'ai compris qu'en réalité, il n'y a pas de discrimination entre les pays, entre les ambassadeurs de chaque pays. Et cette conférence vient d'ajouter un plus à ma formation en tant que politiste et relationniste, que les relations internationales sont basées sur les partenariats entre les États. À travers ces échanges, les zones d'ombre se sont apaissies pour une meilleure compréhension de la place des relations diplomatiques dans la géopolitique internationale. Pendant ce temps, le secrétariat permanent de la francophonie au Bénin informait les jeunes sur les opportunités que lui offre l'Organisation internationale de la francophonie. C'est à travers une séance d'échange qui s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères. Evrad Anani, Ulvaeus Balogun et Dine Bouraïma.
former les jeunes et renforcer leurs capacités dans leur domaine de prédilection. Par le biais d'un test disponible en ligne sur le site www.jeunesse.francophonie.org, les jeunes cadres béninois peuvent bénéficier des actions de l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai été sélectionnée pour le poste d'assistant de programme négociation internationale sur l'environnement et le développement durable à l'Institut de la francophonie pour le développement durable qui est basé à Québec au Canada. Et dans ce cadre, pendant 12 mois, j'ai travaillé sur les conventions liées au climat, à la désertification, à la biodiversité. Pendant 12 mois, nous avons payé son billet d'avion. Nous lui avons donné une indemnité mensuelle, un petit salaire qui lui a permis de vivre décemment. Et pendant 12 mois, elle a eu la possibilité de travailler avec les meilleurs spécialistes et experts du monde en matière de développement durable. Avec comme maître mot la transparence, le directeur de l'éducation de l'OIF rassure. Dans quelques jours, on va annoncer les postes qui sont disponibles et qui seront comblés par les meilleurs. Il n'y a pas de favoritisme. C'est une compétition ouverte. C'est les meilleurs qui l'emportent. Chacun a ses chances. Ce programme du volontariat international est l'un des projets de la francophonie qui permet aux jeunes de mettre leurs compétences et leur savoir-faire à la disposition de l'espace francophone. L'ensemble des offres. Anati Tengu, par contre, les jeunes de la Takora parlent d'entrepreneuriat. Ils ont échangé avec les responsables du FNPEJ sur les opportunités d'affaires et surtout sur la nécessité de disposer d'un bon plan d'affaires. C'est un apport du Front national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes FNPEJ que saluent les participants Abdoulafou Idrissou et Ousmane Baparapé. Face à la précarité de l'emploi, la jeunesse de la Takora, à travers l'association des jeunes unis pour le futur, prend son destin en main. Qui peut nous accompagner dans l'entrepreneuriat ou avoir les moyens pour entreprendre? Telles sont les questions que bon nombre de jeunes comme moi se posent. Si c'est vous qui prenez l'initiative d'échanger entre vous jeunes, je crois que c'est un atout. Le directeur général du FNPEJ, venu soutenir l'initiative, présente les opportunités aux futurs entrepreneurs. Pour cette année 2017, au FNPEJ, nous avons 2,5 milliards de francs CFA pour financer au moins 500 jeunes dans tout le Bénin. Donc, en tant que directeur général, mon devoir est d'informer tous les jeunes béninois où qu'ils se trouvent qu'il y a un tel mécanisme gouvernemental qui leur est dédié. Et voilà la procédure qu'il faut faire pour bénéficier de ces ressources. Ensuite, une communication sur l'esprit entrepreneurial vient galvaniser les participants. Il faut oser, car qui ne risque rien n'a rien, dira le communicateur. Nous avons pu aujourd'hui donc leur donner les motivations nécessaires à l'entrepreneuriat des jeunes. Avec les différents exposés, les différentes explications que nous avons suivies, on s'est rendu compte que si nous avons la volonté, rien n'est difficile. J'ai compris que le FNPEJ, effectivement, est une institution qui veut travailler avec les jeunes, qui veut mettre les moyens à la disposition des jeunes. Les secteurs prioritaires pour bénéficier du financement du FNPEJ sont l'agrobusiness, l'artisanat et le tourisme pour tous les jeunes béninois âgés de 18 à 40 ans. Parlons à présent médias. La deuxième édition des Journées Médias Bénin s'annonce. Elles se tiendront du 30 avril au 7 mai prochain. En prélude à l'événement, le comité d'organisation a animé une conférence de presse à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou. On fait le point avec Précieuse Akweronou et Igor Ayosso. Les Journées Médias Bénin sont une occasion pour les professionnels des médias de se réunir et d'échanger autour des thématiques concernant leur profession. Cette conférence de presse, initiée par les organisateurs, fait le point de la première édition et plante ainsi le décor de celle à venir. L'ambition des Journées Médias, c'est mettre sous les feux de la rampe, nous, acteurs des médias, pour que désormais les gens sachent que nous aussi nous sommes là et qu'on ne peut pas ne pas compter avec nous. Des conférences débats sur différents thèmes, des projections d'entretien avec des professionnels des médias de renom, des défilés de mode par les acteurs du monde des médias, habillés par Julius et Lolo Andoche, sont entre autres le menu de cette deuxième édition. Un programme alléchant et riche en innovation. Tous les jours, il y a des concerts, les journalistes vont chanter, les artistes nous accompagnent. Il y a beaucoup d'activités qui vont
permettre aux professionnels des médias de rester ensemble en communion pendant 7 jours sur l'esplanade. C'est une occasion pour le public, les consommateurs des produits des médias, les consommateurs, les auditeurs de nos radios, les téléspectateurs, les lecteurs de nos journaux, les cyber-citoyens. C'est une occasion pour eux de faire connaissance avec les acteurs des médias, les journalistes qu'ils ont l'habitude de voir à la télévision, qu'ils entendent à la radio, dont ils lisent les papiers, etc. Je les invite massivement à faire le déplacement du Stade de l'Amitié. Ça va être assez spécial. Rendez-vous est donc pris pour le 30 avril prochain au Stade général Mathieu Kérékou, 7 jours pour découvrir la presse béninoise. Tout autre chose à présent, il contribue au renforcement de la sécurité alimentaire au Bénin. Les maraîchers de Cotonou produisent des spéculations diversifiées dans un seul but, celui de combler les attentes des populations. Seulement voilà, leurs efforts doivent être soutenus par le renforcement de leurs capacités, surtout managériales. Koudous Abdoulaye, Igor Ayossor. C'est le petit matin et comme à son habitude, ce maraîcher nourrit ses plants. Un petit espace de demi-hectare où sont produites des spéculations maraîchères destinées à la clientèle de Cotonou. Je fais jusqu'à 50 planches. Les salades, jusqu'à 60 soit 40 planches. Les autres, c'est un peu. Dans ce même quartier à Fidjrosset, plusieurs autres sites maraîchers approvisionnent les habitants de Cotonou. Sur cet espace de 12 hectares sont produites des spéculations prisées par les clients. Nos clients quittent généralement Dantokwa, Haie Vive et autres. C'est surtout la qualité de nos produits qui les attire. Par saison, et carottes là, on produit plus de 500 planches. Et salade, ça dépasse 500 planches parce qu'on est nombreux, donc les gens pensent que ça là, c'est pas moi qu'on vend. Donc, nos clients viennent de Nigeria, les Nigériens viennent aussi pour prendre notre produit. La volonté est de satisfaire la clientèle, mais ces maraîchers sont limités dans leur élan. Le problème de terrain, le problème de terrain, là où on veut travailler, on n'en a pas. À ce problème viennent s'ajouter plusieurs autres qui sont à l'origine de la contre-performance enregistrée par ces maraîchers. À Cotonou et partout au Bénin, les semences que les producteurs utilisent pour ne pas avancer une statistique un peu fausse, à près de 50% sont des semences qu'eux-mêmes ils produisent dans des conditions qui ne respectent aucune norme. Vous voyez, donc ça là déjà dénote de la qualité des produits qu'on pourrait avoir à Cotonou et au Bénin, puisque le cas est général. Les urées et l'NPK qu'on utilise d'habitude sont pour la production du coton. Vous voyez, donc ces producteurs, ne sachant pas qu'il y a vraiment des éléments qu'on pourrait avoir de façon spécifique pour accroître le rendement et autres, ça donne à l'utilisation de ces produits. En dépit de ces difficultés, la contribution des maraîchers de Cotonou à la production nationale n'est pas négligeable. De 2015 à 2016, la part des maraîchers de Cotonou dans la production de la carotte au plan national est évaluée à 4%, 9% de concombres, 18% de choux, 7% de laitue, 0,12% de tomates, 0,3% de piment. Des performances à améliorer pour davantage relever le défi de la sécurité alimentaire au Bénin. Terminons ce journal à Agmaïzon, c'est dans le département d'Ouzou. Là-bas, on a célébré la première édition des retrouvailles des filles et fils de la commune, dénommée Kandoncha. C'est une rencontre qui se veut tournante dans les différents arrondissements de la commune et qui est annuelle. Elle prône plus d'unité et plus de solidarité. Et pour cette toute première édition, c'est l'arrondissement central qui a abrité les manifestations. Le reportage est signé Emerida Quinsoton. Kandoncha, une initiative longuement mûrie qui enfin se concrétise. Kandoncha en fond pourrait être traduit comme « Unissons-nous ». Nous sommes dans la commune d'Agbaïzoum, précisément ici au CEG de la commune, lieu choisi par les filles et fils natifs de la commune d'Agbaïzoum et éparpillés un peu partout sur le territoire pour se retrouver, mieux se connaître, fraterniser et parler du développement de leur localité. C'est cela le Kandoncha.
Kandoncha qui veut dire l'union et l'unité, la solidarité entre les filles et fils d'Agmaïzou. On est venu ici, on a vu des gens que nous côtoyons à Cotonou tous les jours, sans savoir que c'est un frère. Nous avons vu des gens qui sont tout le temps sur notre chemin, qu'on salue ou qu'on ne salue pas. Donc on a vu, on s'est salué, on s'est serré entre les mains. Et aujourd'hui, on sait désormais que c'est notre frère. Nous voyons que Agmaïzou est largement bien représenté sur l'échiquier national. Et au lieu de nous enrichir, nous nous employons parce que nous ne nous connaissons pas assez pour mieux nous aimer et mieux nous rendre service. 3 jours durant, diverses activités ont occupé les participants. Hommage aux différents dignitaires de la commune. Messe d'action de grâce et de demande de protection pour tous les fils et filles de la commune. Communications et débats pour réfléchir sur les questions qui minent le développement de cette localité. Pour venir à Agmaïzou ici, vous avez vu, il n'y a pas un seul pavé à Agmaïzou. Que quelqu'un soit d'un bord politique, d'une obédience religieuse, que tout le monde vienne pour qu'ensemble on parle d'Agmaïzou, qu'on parle du développement d'Agmaïzou. Agmaïzou, dans sa richesse, veut contribuer à la richesse nationale. Dans sa diversité, veut contribuer à la diversité nationale. Dans son union, veut contribuer à l'unité nationale. Je voudrais vous en féliciter et vous en remercier. Pour clôturer en beauté cette première édition de Kandoncha, rassemblement des filles et fils d'Agbaïzou, un match de football a opposé l'équipe de Tanvé à celle de Lissa Zoumé. Et au terme de la compétition, c'est l'équipe de Tanvé qui remporte la coupe à la faveur d'un score de 2-1. Les participants ont exprimé leur satisfaction à l'issue des 3 jours de vie commune et promettent mieux s'investir pour le rayonnement de leur terre natale, Agbaïzou. Et voilà qui referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Suivez juste derrière moi le feuilleton Without You et puis retrouvez à 23h le journal du soir. Cette édition, vous le savez, c'est à retrouver sur notre plateforme, le www.ortb.bj. Prenez du plaisir en regardant le programme de l'ORTB.